Bonsoir à tous. Grand Carrefour, nouveau numéro, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir encore sur la radio télévision d'État Santé. Eh bien, de 25 morts le 25 janvier 2020 dernier en Chine, bien évidemment. La pandémie coronavirus fait aujourd'hui 25 mars, nous sommes le 25 mars bien évidemment, plus de 16 000 morts j'allais dire, à travers le monde. Et ça justement c'est toute la planète qui est touchée, tous les continents, l'Afrique y compris. Le Togo enregistre aujourd'hui 23 cas de contamination. Comment se comportent les autorités togolaises ou alors la gestion qui se fait face à ce fléau planétaire? Nous en parlons bien évidemment dans cette émission cet après-midi avec au plateau nos invités, docteur Yao Agbobli. Bonjour docteur, merci d'être à ce plateau avec nous. Bonjour. Commandant Médecin, je rappelle, vous êtes le directeur général du CHU Campus. Merci d'être là. Merci. Nous avons également à ce plateau docteur Essotoma Beweli. Merci d'être à ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Théodonné. Je rappelle, vous êtes le directeur général de l'action sanitaire. Exactement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, je le disais tantôt, monsieur le directeur, c'est bien toute la planète qui est secouée aujourd'hui par les effets catastrophiques, bien sûr, de cette pandémie coronavirus Covid-19. Alors, quelle est aujourd'hui la situation au Togo? Alors, merci de donner l'occasion que vous nous donnez tout ce plateau pour essayer d'échanger sur la Covid-19. Vous l'avez dit, aujourd'hui, le Togo compte jusqu'à ce matin 23 cas confirmés. En sachant que les 23 cas sont répartis dans 7 districts sanitaires. Nous en avons 44 au total au Togo, les districts sanitaires. Donc il s'agit des districts sanitaires numéro 1, numéro 2, numéro 4, numéro 5, Agoy-Niébé, Ziop et Tchaoudjan. Soit dans 3 régions, donc la région Lomé commune, la région maritime et la région centrale. Voilà comment la situation se présente actuellement au Togo. Mais en sachant que lorsque nous prenons les pays limitrophes, le Burkina frappe bientôt presque 100 cas. Le Bénin a annoncé qu'ils sont à 5 cas. Nous avons au Ghana plusieurs cas, je n'ai pas le chiffre exact. Vous regardez les pays voisins, des pays que je viens de citer, le Nigeria, beaucoup de cas. La Côte d'Ivoire, plusieurs cas. Ça veut dire tout simplement que le Togo. La Côte d'Ivoire a 26 cas, par rapport à sa population et le Togo. Je me dis, il n'y a pas matière. Nous sommes à 7 millions de population. Oui, c'est vrai, c'est pas en termes de nombre de population qu'on parle. Ça dépend de comment l'épidémie a commencé, comment la contamination s'est faite. C'est ça qui va expliquer donc l'explosion des cas. Vous pouvez être un petit pays, mais si vous ne savez pas faire, vous allez avoir beaucoup de cas par rapport aux grands pays. Ça s'est passé en Europe, si on commence à comparer les pays en Europe. Donc, ce n'est pas l'Espagne ou l'Italie qui ont les populations les plus... Alors, c'est pour dire que le Togo est entouré. Nous avons des cas chez nous, nous avons des cas dans les pays limitrophes. Donc, la situation est alarmante pour nos populations et pour nous-mêmes, personnels de la santé. Très bien. Voilà la situation que je vais vous donner au Togo. Très bien. Avant de revenir à vous, je permettrai quand même au docteur Yao Agbobli, vous êtes le directeur général du CHU Campus. Vous, si vous avez demandé aujourd'hui de nous dire un peu la situation actuelle face à cette pandémie qui secoue le monde entier, que direz-vous? Oui, là nous sommes depuis un bon moment déjà dans une pandémie. On ne parle plus d'épidémie. Voilà, donc ça veut dire que c'est tous les continents qui sont actuellement concernés. Et lorsque vous suivez l'actualité sur le plan international, vous voyez le nombre de cas que l'on cite en France. Aujourd'hui, ils ont dépassé le cap des 4100 décès. On se rend compte que c'est une réalité. Une réalité, il n'y a aucun pays aujourd'hui qui soit véritablement indemne. Donc il est tout à fait important que l'on prenne la mesure de la chose pour pouvoir prendre les dispositions appropriées et faire face efficacement. Très bien. Alors, monsieur le directeur, docteur Belewi, aujourd'hui vous parlez de 23 cas confirmés.
Où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce qu'on les loge? Quel est le traitement? Des 3. 23 des cas. 23 cas, bien sûr. Les 23 cas, actuellement, il y a 18 qui étaient jusqu'à ce matin au CHR Lomé Commune. Vous savez, quand ces patients étaient plutôt au CHR Campus, mais quand on a eu plusieurs cas, vous vous rappelez, on a eu 8 cas la semaine dernière, on a réfléchi autrement, le chef de l'État a décidé, et comme dédie le CHR Lomé Commune pour la prise en charge des maladies infectieuses, donc les 18 sont là-bas. Il y a un qui est à Sokolé. Donc, vous allez comprendre que celui de TV, comme c'est proche, on l'a envoyé donc alors, il y a la dame qui est guérie. Parce que parmi les 23, il faut enlever la dame qui est guérie, qui est déjà à la maison. Là, vous parlez du premier cas, le tout premier cas annoncé. Le cas index, exactement. Elle est guérie, elle est à la maison. Et puis les 3 autres, c'est ce matin qu'on a commencé à les faire entrer. Donc, nous n'avons pas encore la situation exacte. C'est les 3 parce que quand c'est positif, on les annonce, comme c'est sorti ce matin. Et maintenant, on les prépare pour les interner dans le centre d'isolement pour commencer donc la prise en charge totale. Quand on parle de prise en charge, il faut comprendre, ce n'est pas seulement les médicaments, il y a tous les aspects donc de l'hôtellerie, il y a la période psychosociale pour que les gens ne se sentent pas comme des entre griffes des prisonniers. Voilà ce que je peux dire sur ça. Très bien. Alors, docteur, vous avez quelque chose à ajouter à ce point? Non, pour vous dire justement, depuis l'admission du premier cas qui a été géré au CHU Campus, et le 8, il y a eu une situation particulière où on a eu une augmentation d'emblée du nombre de cas confirmés, ce qui a justifié justement le fait de transférer l'ensemble de ce personnel contaminé dans un centre beaucoup plus adapté où il y a de l'espace. Parce que lorsqu'on suit l'évolution de la pandémie, on s'attendait à davantage de cas. Donc il ne fallait pas se laisser surprendre. Dès lors qu'on avait eu les 8 cas supplémentaires, la décision a été prise de pouvoir regrouper tous ces sujets contaminés à Lomé Commune. Donc à l'instant où nous parlons, il y a un cas confirmé qui est pris en charge à Sokolé. Tout le reste est à Lomé. En souciant bien sûr le premier cas qui est guéri, qui est sorti de l'hôpital depuis le 7 ou 8 dernier. Très bien. Alors, on a constaté qu'il y a eu une multiplicité, de cas dans un bref délai. On n'avait pas compris. Le premier cas qui a été détecté, on se disait en réalité, ce premier cas n'était pas une évidence, ou alors c'était fini. La pandémie aurait sauté le Togo, mais après, à l'intérieur d'une semaine, c'est des cas qui sont venus de façon inexprimable. Comment vous l'expliquez-vous? Alors, je vais citer par rapport à la situation que nous avons donnée aujourd'hui, qu'il y a presque 300 cas suspects qui s'ajoutent à ces 23. Très bien. Qu'est-ce que vous appelez par les cas suspects? Alors, un cas suspect, c'est un cas chez qui on soupçonne la maladie Covid. Si vous présentez une fièvre, donc, fièvre c'est l'hyperthermie ou de la déthermie, avec tout ou difficulté respiratoire, avec une notion de séjour dans un pays à risque de Covid, vous comprenez logiquement qu'on se dit, ce cas-là, donc on vous met dans ce lot. Les personnes contactent, quelqu'un a été est malade de Covid et il se fait que vous avez été en contact avec la personne, vous êtes personne contact, on va aussi vous surveiller parce que vous, les gens qui sont en contact, il peut y avoir, et c'est la situation qui est arrivée. Alors, notre premier cas index, elle a été cherchée à l'aéroport de Saint-Viconde, frontière terrestre de Saint-Viconde, par un chauffeur. Le chauffeur est venu à la maison. Il a son épouse et ses 2 enfants. Vous allez comprendre que le 18, lorsqu'on a eu les 8 cas, il y avait et le chauffeur et les 2 enfants. Ça fait 3. Heureusement, l'épouse n'était pas dedans. La dame a consulté un médecin dans une clinique privée de la place. Le médecin était en contact
qu'il faisait partie de ce lot. Le médecin, arrivé à la maison, la personne a contaminé son épouse. Elle fait partie du lot. Donc vous voyez... Apparemment, ce médecin sera en quarantaine actuellement. Justement, tous sont... C'est même plus quarantaine. Isolés au CHR de Mukomé. Ils sont dans le lot des 18. Donc vous comprenez pourquoi, d'un seul coup, ça ne veut pas dire que c'est des gens, ils avaient pris la maladie partout. Non. Le seul cas a entraîné dans l'esprit. Voilà pourquoi les mesures préventives, les conseils que nous donnons à la population d'être vigilante. Parce que s'il y a contact comme ça, ça va faire boum, une flambée. J'ai l'explication qu'on va vous donner de ce qui nous est arrivé la dernière fois. Très bien. Heureusement, depuis lors, on n'a pas encore eu. On a eu hier 3 cas, avant-hier 2 cas. Bon, on est en train de suivre les cas suspects pour s'assurer que ceux-là, parce qu'on leur donne des conseils qui ne contaminent pas aux autres. S'il y a les premiers symptômes, rapidement, on fait donc, le prélèvement nasal et pour que l'INH nous sorte le résultat. Alors, monsieur le directeur, vous avez une autre explication ou alors à ajouter à ce que vient de nous donner le directeur sanitaire? Voilà. Lorsqu'on parle de cas et de contact, on retient cette notion importante que l'individu ne vit pas seul. Il vit dans une communauté. Donc, l'homme est un être social. Dès lors que je suis testé positif, en sachant la voie de transmission de la maladie, c'est par voie aérienne au travers de sécrétions. Si je ne prends pas les précautions qui s'imposent, donc très facilement, tous ceux qui m'environnent, si on ne prend pas les précautions, ils vont pouvoir être contaminés. Donc, si une personne est en mesure de contaminer un autre, donc à chaque nouvel individu contaminé, vous allez voir que le nombre de personnes contacts va se multiplier et ceci va justement expliquer le fait que si on ne prend pas garde, il y aura une flambée du nombre de cas confirmés positifs. Très bien. Alors vous, aujourd'hui, vous avez eu aussi à traiter certains cas et qui parlent de traitement de cas, en fait très rapidement. Allusion au personnel soignant. Et aujourd'hui, face à ce fléau, personne n'est épargné, y compris même les personnels soignants. On en a vu dans les autres pays, les médecins ont été aussi contaminés et jusqu'à un niveau très élevé. Quelles sont les dispositions prises aujourd'hui pour la protection des personnels soignants au CHU Campus? D'abord, dans votre formation sanitaire. Merci. Je le dis et je continue par insister là-dessus. La pratique de la médecine nous impose des règles basiques, celles de la prévention et du contrôle de l'infection. Et ceci ne date pas de l'arrivée de la maladie à coronavirus. C'est depuis fort longtemps. Et ces mesures devraient être permanentes. C'est quoi ces mesures? Le lavage des mains à l'eau et au savon, l'utilisation des solutions hydroalcooliques ou du gel hydroalcoolique, l'utilisation des gants. Voilà des mesures pratiques qui, sans attendre l'avènement de la maladie à coronavirus, devraient être utilisées. Mais depuis la survenue, l'on est davantage plus prudent. Et vous allez voir l'utilisation des masques par le personnel qui constitue un dispositif qui vient renforcer les dispositifs ou bien les méthodes antérieures. Au niveau du CHU Campus, lorsque vous y allez aujourd'hui, vous allez pouvoir constater que nous avons installé des points de lavage de mains à l'eau et au savon. Pas pour le personnel seulement, mais pour les usagers qui arrivent. Puisqu'on sait, aujourd'hui, c'est une maladie qui peut être transmise au travers des sécrétions qu'on a sur la main. Donc, autant permettre à ce que quiconque arrive dans la formation sanitaire puisse se laver proprement les mains. Au-delà de ça, il y a des sensibilisations qui sont faites pour rappeler ce que c'est que cette maladie et les voies de transmission. Mais j'avoue qu'il y a une certaine peur au sein du personnel. Pas spécifiquement au CHU Campus,
tout le personnel soignant, un peu partout, il y a une certaine peur qui anime. Mais à force de sensibilisation, je pense qu'on va mieux cerner le concept de cette maladie et les réactions seront beaucoup plus adaptées. Sinon, aujourd'hui, du fait de cette peur, vous avez des attitudes qui dénotent plutôt de l'excès de précaution. Je vous donne un exemple tout simple. Pas plus tard qu'hier, j'ai été appelé parce qu'un patient arrivait et qui présentait des signes qui ont fait penser aux jeunes médecins que c'est la maladie à coronavirus. C'est bien, il a été prudent. Lorsque je suis arrivé, j'ai posé les questions appropriées, on s'est rendu compte que celui qui est suspecté être porteur de ce virus, il s'est plaint d'avoir mal à la gorge. Lorsque nous avons interrogé, justement la veille, il a fait un déménagement. Donc il y avait eu de la poussière dans sa gorge qui a irrité. Parce qu'il a soulevé des charges, il avait des douleurs au niveau des côtes. Donc ce qui a, à tort, fait penser que c'est la maladie à coronavirus. Donc, dans ce cas-là, c'est pas une personne suspecte là? Non du tout, non du tout. Donc c'est lorsqu'il y a la peur, ce que ça peut conduire à faire, il faut vraiment que l'on s'entoure bien sûr des précautions. Les règles d'hygiène sont à respecter, mais ça ne doit pas nous dédouaner du fait qu'il faut conduire l'interrogatoire proprement pour pouvoir sérier les choses. Sinon, on va inonder l'homme commune des cas qui ne devraient pas y être. Très bien. Alors, je parle essentiellement du personnel soignant parce qu'on a eu à écouter des cris d'alarme sur les réseaux sociaux comme quoi toutes les mesures sont prises et c'est médiatique et c'est bien sûr les papiers et autres, mais à l'intérieur, ce qui se passe, le personnel soignant tient quand même sa dette. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le personnel soignant est suffisamment protégé ou alors aguerri pour faire face à cette situation? Suffisamment protégé ou suffisamment aguerri, lorsqu'on va sur le terrain, on se rend compte que les choses se mettent en place. Il y a du moins l'essentiel qui permettent aujourd'hui que l'on puisse travailler dans des conditions qui exposent le moins possible. Je l'ai dit dans l'introduction de mon propos, qu'il y a cette panique. C'est bien que... Même jusqu'au niveau du personnel soignant. Hein? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et ceci, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai toujours surpris une situation pareille. Je faisais le tour de l'hôpital un soir vers 22h, où on amène un patient qui présentait des signes qui ne sont pas forcément en lien avec la maladie à coronavirus. Mais par peur, le personnel soignant refusait de le prendre en charge. Voilà. Donc, j'ai dû rassurer après avoir conduit l'interrogatoire avec le médecin qui était là, avant que ce dernier n'ait été pris en charge. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas d'équipement de protection. Donc, il y a la notion de renforcement de la formation, il y a la sensibilisation qu'il faut accroître. Ceci permettrait qu'au-delà du fait que les gens doivent pouvoir prendre les précautions, on ne pêche pas par excès en occasionnant d'autres situations déplorables. Merci. Alors, M. le directeur général sanitaire, alors vous trouvez aujourd'hui que nos médecins, nos professionnels de la santé peuvent véritablement vaquer à leurs différentes occupations aujourd'hui quand ce qui concerne cette pandémie sans avoir vraiment peur? Alors, étant médecin, et donc un médecin, avant d'exercer sa profession, prête serment. Quand nous prêtons serment, c'est que c'est pour la santé du patient, la santé de nos populations. Fermement, je crois, le personnel, c'est vrai, il y a la panique, il y a la psychose, ils vont aller. Les mesures, il a bien parlé, vous avez suivi. Il y a eu, dans la préparation, des formations qui se sont déroulées en cascade, dans les districts sanitaires et dans les hôpitaux, donc dans les hôpitaux, il y a eu des efforts. Formation sur la prise en charge. Par exemple, lui, dans son centre, ceux qui ont pris en charge les cas, c'est eux qu'on a même envoyé actuellement au CHR, parce qu'on a fait un système de redéploiement. Ils ont été formés comment prendre en charge
y a eu des formations par rapport à la surveillance. Parce que c'est à travers la surveillance qu'on détecte les cas. Comment penser, comment vous allez savoir à tel cas-là, c'est un cas suspect. Tout ça là, les gens ont été formés. Il y a eu des formations par rapport au laboratoire. Parce qu'il n'y a pas que l'INH. Les réactifs vont quitter dans les districts pour être convoyés. Il y a eu la mise en place des équipes dans les districts, ce qu'on appelle des équipes d'intervention rapide. Donc quand il y a une alerte, et il faut aller dans une équipe pluridisciplinaire se prépare pour aller. Et si vraiment c'est confirmé que c'est un cas, on fait le prélèvement convoyé. C'est vrai que depuis des semaines jusqu'à hier, on avait des soucis je pourrais dire c'est pas rupture, mais du stock des équipements que nous disposons dans nos structures sanitaires. Mais j'avoue qu'il y avait une bonne nouvelle qu'on nous avait donnée, mais nous, on attendait de voir. Hier à 11h, un cargo est arrivé avec ce matériel de prévention contre les infections. C'est vraiment les équipements là qui sont arrivés. Il y a des tests de laboratoire, des tests qu'on utilise pour confirmer les patients. C'est arrivé. Le stock là nous a rassurés. Ça a calmé tous les esprits parce que c'était un souci et donc nous sommes actuellement à pied d'œuvre pour que une dotation soit faite à toutes les structures sanitaires pour faire face donc, à cette épidémie. Donc je voudrais bien rassurer le personnel et que tout le monde est conscient parce qu'ils sont au contact, parce que c'est eux qui doivent soigner et donc le risque de se contaminer est élevé, ça s'est passé dans beaucoup de pays. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le personnel va dire bon, je vais faire un hôpital et puis bon, les gens vont mourir? Je crois que là-bas, on met en danger notre conscience professionnelle. C'est cela. Alors, M. Diatta, justement sur la fiabilité des tests, outre le don ou alors l'arrivage d'hier, beaucoup se posent la question sur les dispositifs dont le Togo dispose pour véritablement détecter ces cas de maladie, coronavirus. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre aujourd'hui? Il faut répondre avec certitude. Il n'y a pas de doute à émettre sur les résultats qu'on est en train de sortir jusqu'à maintenant. Donc, les 23 cas positifs et les cas négatifs. Vous savez, tous les prélèvements sur lesquels on fait, les analyses pour sortir le résultat ne sont pas jetés comme on amène les choses jetées dans la poubelle. Tout est conservé. Pour qu'il y ait un contrôle de qualité. Parce que nous sommes en train de gérer l'épidémie. Il y aura des missions qui viendront peut-être préparées ou bien inopinées pour essayer de voir ce que vous avez déclaré là. On peut faire un échantillon tout de suite et on essaie de... On peut vous demander de convoyer les échantillons pour être technique, pour s'assurer que vous avez fait un truc de qualité. L'Institut national d'hygiène est le laboratoire national de référence au Togo, avec tout son plateau technique, avec tous ces techniciens, ces médecins biologistes spécialisés, il y a des domaines fins. Et parfois, je pense qu'il faut que les gens se calment. On ne déclare pas un laboratoire de référence nationale sans qu'au niveau international qu'il y ait certification. Voilà le comité. Alors, je peux vous dire que les premiers réactifs qu'on utilisait, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a convoyé ça au pays. Donc, depuis Genève, on a convoyé au pays. Après, l'Organisation Ouest africaine de la santé en a aussi fait des dotations. La dotation qui est arrivée hier, qu'on va envoyer dans les structures, c'est vrai, avec l'effort du gouvernement et les partenaires, l'OMS sert toujours de courroie pour s'assurer que ces réactifs et les consommateurs qui arrivent sont de qualité. Donc, on n'a pas prêté serment pour venir faire quelque chose contre notre propre population, puisque nous sommes dans cette population. Alors, à ce jour, tous les 17 districts, vous l'avez dit, sont vraiment équipés de réactifs. Pour l'instant, pour techniquer, c'est l'INH, l'Institut national d'hygiène. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions, parce que le débat a été posé sur la table, pour renforcer les laboratoires dans les autres régions.
même à Lomé ici. Dans un plus bref délai, c'est ça. Dans un plus bref délai. Parce que le virus, ça coupe plus vite que l'heure. Dans tous les cas, l'autorité ministérielle, le ministère a donné des consignes fermes, a mis le professeur Verkenou, elle est biologiste, et la chef de division donc, des laboratoires, et le biologiste au CHU SO, CHU Campus Chef Service. Donc elle est sur le sujet, elle est en train, il y a déjà des propositions pour renforcer. Il suffit juste, nous ne sommes pas les spécialistes de laboratoire, mais il y a l'espoir que ça va être fait pour ne pas attendre qu'on voyait sur des kilomètres pour que ça réussisse. Parce qu'on a vu que, attention, préparons-nous. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire ça, pour améliorer. Très bien, je reviens quand même à vous. Alors, docteur, à ce jour, il n'y a pas de cas de décès enregistrés à Covid-19 au Togo. Il y a eu des rumeurs, mais je vous assure, il n'y a pas eu de cas de décès liés au Covid. La première rumeur était liée à un décès survenu à Daban. Et c'est un sujet qui est revenu du Burkina, un pays où la maladie est en train de faire la flambée. Et les circonstances de survenue étaient suspectes de la maladie. Mais ce sujet est porteur d'une autre maladie chronique qui n'a rien à voir avec la maladie à coronavirus. Après son décès, le prélèvement a été fait et techniqué, le résultat est négatif parce que lorsqu'on est face à une suspicion, on a l'obligation d'aller jusqu'au bout de la logique pour pouvoir confirmer ou infirmer. Il y a eu un décès à Lomé commune, il y a 72 heures, je crois. C'est également un décès non lié, puisqu'il y a eu un premier test qui a évoqué une probabilité. Mais lorsque le décès est survenu, on devait confirmer ce second test par un autre test de confirmation. Le décès est survenu. Cependant, le prélèvement a été fait et les tests réalisés sont revenus également négatifs. Donc, les deux décès qui ont fait courir des rumeurs comme quoi ils sont en relation avec la maladie à coronavirus, ils ne sont en aucun cas liés au coronavirus. Très bien. Alors, pas de décès, hein? 0 cas de décès à ce jour dans la gestion de Covid-19 au Togo. Très bien. 0 cas de décès. Nous le retenons. Très bien. Monsieur Dioto, alors quel est l'accompagnement qui se fait des malades aujourd'hui et aussi les cas des visites dans votre centre de formation? Oui. Les patients étaient initialement pris en charge au CHU Campus qui, depuis le week-end dernier, ils ont été transférés à Lomé commune où il y a davantage d'espace, où le cadre est beaucoup plus propice. Mais vous savez, face à l'urgence, c'est exactement comme on vous dit, il y a du feu. C'est tout ce qui peut servir à éteindre qu'on utilise. On ne va pas chercher de l'eau filtrée en ce moment. Même l'eau sale va servir à éteindre le temps d'améliorer. Ceci pour vous dire que l'hôpital de Lomé commune n'était pas, en termes d'infrastructure, préparé exactement à avoir l'optimum de confort. Mais dans l'immédiat, lorsque ces cas confirmés ont été transférés là, il y a eu un gros travail qui est en train de se faire actuellement, puisque le bâtiment où ces cas sont hébergés comprend 2 ailes. Donc, il y a une aile que ces cas occupent actuellement, la deuxième aile est en train d'être réhabilitée. Il y a même eu des travaux de nuit là pour pouvoir finir le plus tôt possible et offrir les meilleures conditions parce que c'est un hôpital, ce n'est pas du tout une prison. Donc il faut naturellement offrir un cadre qui soit décent et respectueux des cas qui sont justement pris en charge dans cet hôpital. Donc, j'insiste là-dessus. Dans l'immédiat, on n'a pas tout le confort souhaité. D'aucuns se sont plaints. Naturellement, les échos sont remontés. Il y a un gros travail qui est en train de se faire. Sous peu, on va pouvoir les délocaliser pour les réinstaller dans l'aile réhabilitée, le temps de reprendre en compte la première aile que les patients ont occupée. Est-ce que ces patients qui sont là aujourd'hui, ils sont en isolement, visiblement?
les visites ne sont pas autorisées. Parce qu'il ne faut pas exposer les parents ou les proches qui viendront. Le personnel soignant qui va au contact de ces patients porte un équipement adapté pour éviter de se contaminer. Donc on ne peut pas courir le risque de pouvoir mettre les parents au contact de ces patients. Ils ne sont pas coupés du monde. Il y a la possibilité de communiquer avec eux, ils ont leur téléphone. Donc la nécessité d'un contact physique en termes de visite ne se justifie pas. On fera courir des risques inutiles. C'est cela. Alors, si vous permettez, si on permet les visites, ça veut dire qu'ils ne sont pas isolés. C'est cela. Parce qu'on parle d'isolement, on vous met à l'écart. Parce que vous êtes malade, vous avez le Covid-19, vous êtes infecté, et donc on peut couper le contact avec le monde. Avec le monde. Pour donc limiter la contamination. Voilà la notion d'isolement. Donc, visite strictement interdite. C'est cela. Alors, M. Diatta, cette question, hein, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que le Togo s'est réveillé trop tard par rapport à des dispositions à prendre face à cette pandémie qui fait courir le monde? Alors, trop tard, c'est sur quel aspect? Peut-être que, bon, sinon, il y a une préparation. Vous savez, si vous remontez, le dispositif de surveillance existe sur recommandation donc, internationale. Et la surveillance, c'est pour toutes les maladies, et surtout ces maladies infectieuses. Alors, lorsque il y a eu des cas en Chine, il y avait donc ce débat au niveau international pour dire, est-ce que c'est une urgence de santé de portée internationale ou pas? Vous vous rappelez qu'il y a eu vraiment plusieurs fois, le directeur général de l'OMS a essayé de regrouper les experts, ils n'ont pas eu l'unanimité. Mais dès que le 23 janvier, ils ont donné la lettre au niveau mondial, chaque pays maintenant a fait ce qu'il peut faire pour se préparer à la riposte. Et le Togo, le premier communiqué a été publié par le ministre de la Santé, si je me rappelle très bien, le 24 janvier, le lendemain, quand il y a eu la lettre au niveau international. Ce communiqué a fait mention donc, de cette épidémie qui sévit en Chine. Ça avait commencé dans comment ils appellent ça, la province de Hubei. On a expliqué ce que c'est que Covid-19, comment ça se transmet dans ce communiqué, comment ça se manifeste et les mesures de prévention, les mesures. Et nous avons essayé de dire, si jamais les gens présentent ces signes évocateurs, voilà, il faut se rapprocher de santé de proche. Et nous, on a activé tout notre système. Donc au niveau des districts, au niveau des régions et les hôpitaux, pour ceux qui vont accueillir le centre d'isolement si jamais il y avait cas positif. Donc nous avons fait beaucoup de choses, les formations, les communiqués, et ainsi de suite. Mais dès qu'il y a eu cas maintenant, au Togo, le 5, tout a commencé. C'est un retard dans la préparation. Peut-être sur quel aspect, c'est vrai, sur les équipements, le stock n'était pas si important, mais on avait préparé un plan de riposte qu'on finalisait et ce plan maintenant actuellement est au niveau de tous les partenaires et les partenaires sont en train de se mobiliser pour appuyer donc le gouvernement dans la gestion de cette épidémie. Très bien, ce qui a été fait. Maintenant, il faut qu'on fasse face à l'urgence et gérer la crise. Alors revenons-en maintenant. Covid-19, techniquement. Et alors, avec un langage commun à toutes les populations, qu'est-ce que c'est? En français facile. En français facile. Alors, dans votre introduction, vous avez annoncé un chiffre, 16 000 morts. Plus de 16 000 morts. Plus de 16 000 morts, moins de 3 mois. Ça a frôlé déjà les 340 000, parce qu'il y était 333 000 cas positifs. Avec des pays dans lesquels on voit la Chine, ça a beaucoup tué. En France, en Italie, en Espagne. L'Italie qui bat le record, l'Espagne qui... Ce qui se passe actuellement en Amérique, les chiffres sont alarmants aussi là-bas. Parce qu'on dit bien ça risque d'être une épicentre prochainement après ce qu'on avait en Chine et en Europe. Chez nous en Afrique, ça a commencé, il y a des décès.
mortels. Mais comme ils ont l'air mortels, on ne va pas trop alarmer. Parce que sur 100 personnes qui sont positives, actuellement, jusqu'à hier, le chiffre est la létalité est de 4,3%. Donc sur 100, 4% meurent. Très bas par rapport à d'autres épidémies ou pandémies qui ont tué avec une létalité très élevée. Alors, elle est de propagation. Oui, mais elle est très contagieuse, c'est vrai, parce que c'est le mode de transmission. Parce que, comme on l'a dit, lorsque vous êtes en contact avec les sécrétions nasales ou salive, c'est des gouttelettes de filet, c'est le contact de ça qui vous fait prendre la maladie. Donc, lorsque vous êtes très proche de quelqu'un, il peut vous projeter ça. Et vous allez prendre la maladie. Donc, c'est ça qui explique la haute contagiosité de la maladie. Mais la létalité, quand je dis létalité, c'est le nombre de décès sur le nombre de cas. Voilà. Elle n'est pas très élevée. Mais quand il y a mort d'homme, il y aura panique. Donc voilà. Donc cette maladie se manifeste par, très souvent c'est la toux, c'est la fièvre, la toux ou difficulté respiratoire, mal de gorge. Il y a plusieurs symptômes, mais mal de gorge, fatigue musculaire, éternuement ou autre. Donc c'est quand vous éternuez, vous toussez que vous projetez ces gouttelettes de fluide là sur votre voisin immédiat et il peut prendre ça. Et là, ce qui fait que les gens meurent, c'est lorsqu'il y a difficulté respiratoire. Allez, nous on parle dans notre langage soutenu de détresse respiratoire où ça demande une assistance et c'est là où il peut y avoir mort d'homme. Donc, le virus, c'est un virus qui est à l'origine de cette maladie. C'est une grippe comme toutes les autres grippes, mais c'est la maladie, ça évolue qui fait alarmer la population. Alors, monsieur le docteur, on a comme l'impression que les symptômes liés à cette pandémie sont quasi similaires au paludisme traditionnel dont nous souffrons souvent. Et ce qui fait que, très généralement, les docteurs n'ont pas toujours le courage de s'annoncer comme étant touchés par le virus. Voilà, paludisme, je ne dirais pas, mais les signes sont similaires aux signes que l'on présente lorsqu'on a une grippe. Peut-être. Mais toutes les grippes, justement, ne vont pas être considérées comme maladies à coronavirus. Il y a des particularités, il y a des nuances à faire. Est-ce que la personne présente les signes similaires à la grippe dont nous parlons, donc le mal de gorge, le mal de tête, les courbatures, la fièvre, difficulté respiratoire, mais avec la notion... La difficulté respiratoire vient en dernier ressort, c'est cela? C'est un signe de complication. On peut l'avoir d'emblée, tout comme dans l'évolution, ça va suivre. Donc, lorsqu'on a ces signes chez quelqu'un qui a voyagé dans un pays à risque, on peut y penser. Lorsqu'on a ces signes chez quelqu'un qui a été en contact avec un sujet testé positif, on va pouvoir y penser. Lorsque quelqu'un a ces signes dont on n'arrive pas à retrouver une explication, je venais de donner le cas de ce jeune homme qui est venu hier, parce qu'il avait mal à la gorge, on n'a pas creusé pour se rendre compte que c'est suite à la poussière inhalée lors du déménagement, c'est suite aux charges qu'il a soulevées. Voilà les circonstances qui permettent d'éliminer formellement la maladie à coronavirus. Donc les manifestations, je me résume, sont similaires à la grippe, mais il y a des notions importantes par rapport à la notion de contagion. Est-ce qu'on a été en contact avec quelqu'un chez qui on a posé le diagnostic, ou on a été dans un pays à risque et on est revenu depuis moins de 14 jours et les signes ont commencé à se présenter. C'est cela. Merci. Eh bien, monsieur le directeur, c'est vrai que les mesures de mise en quarantaine, le Togo l'a corsé tout dernièrement et c'est une mesure à saluer. Avant, c'est qu'on déposait les gens dans leur famille directement de l'aéroport. Malheureusement, nous l'avons décrié et aujourd'hui, on réquisitionne un hôtel de la place où les gens sont mis en quarantaine, pas confinés. Bon, ils sont confinés, hein. Ils sont en quarantaine, c'est cela. Oui. Jusqu'à la fin de 2 semaines pour tester l'état de l'évolution de leur santé. Une mesure d'ailleurs à saluer. Alors, très
Très bien. Alors, est-ce qu'il faut revenir encore un peu sur des mesures phares à respecter véritablement pour être à l'abri de ce fléau? Alors, les mesures élémentaires, basiques. Prévention contre le danger. Se laver les mains avec de l'eau et du savon. Nous avons l'eau, nous avons du savon. Bon. Ça. Et on ajoute, à défaut, et où on peut utiliser les gels ou solutions alcoolisées. Lorsque vous sentez que vous éternuez, vous toussez, ce n'est pas que vous savez que vous êtes malade. Parce que ça peut venir, les gestes peuvent venir. Parce que on dit il faut se couvrir par le creux du coude ou avec un papier unique et vous jetez ça aussitôt. Ce n'est pas pour et puis après non, c'est pas on ne conseille pas ce qui est dessus. C'est papier, mouchoir papier. Gardez une distance avec votre interlocuteur ou votre voisin de minimum 1 mètre. On ne sait jamais. Parce que si vous êtes porteur et le flux ça quitte, on sait que ça ne peut pas dépasser les 1 mètre. Scientifiquement, c'est prouvé. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on dit garder pas de contact. Donc, on refuse la proximité. Le port de masque. Prioritairement, le personnel soignant, c'est obligatoire parce que nous avons été formés avec ces règles élémentaires. Parce qu'il faut se protéger, d'abord, en soignant les malades et protéger aussi les malades. Ça va dans les deux sens. C'est pour ça pour le personnel de la santé, c'est des masques spécifiques qui sont dédiés pour eux. C'est ce qu'on appelle les masques N95 ou NFP2. Mais les masques chirurgicaux ou bien ce que vous voyez, les masques simples, c'est ce qui est recommandé pour les citoyens lambda. Alors, les gens qui toussent, qui sont malades, d'emblée, ça veut dire que c'est les masques qu'on leur recommande. Parce qu'en toussant, c'est dedans. Après 3 heures d'utilisation, il faut remplacer. Vous allez peut-être me poser la question, oui, on voit les gens porter les masques, une personne dans la voiture porte, ce n'est pas indiqué. Vous êtes seul dans la voiture, dans votre voiture, est-ce que vous avez besoin les vitres fermées, on met les masques. Est-ce que vous êtes seul? Vous êtes sur une moto seul, vous portez masque? Non. Si vous remorquez quelqu'un, vous portez masque pour éviter de lui. Les marchés, nous avons dit, lorsque le gouvernement a sorti les mesures phares du gouvernement pour appuyer le côté sanitaire, dans les marchés, en fait, on ne pouvait pas. Si le gouvernement a décidé de fermer les marchés, qu'est-ce qui devait arriver? Donc, on a dit, les commerçants n'ont qu'à porter les masques. Là, on est sûr que parmi eux, personne ne peut contaminer l'autre. Parce que quand vous portez le masque là, c'est pour éviter de contaminer votre voisin. L'inverse, c'est pas sûr. C'est chez le personnel, le masque spécifique là, chez le personnel, où on sait que quand vous le portez, vous ne pouvez pas prendre de l'autre. Donc, voilà ce que la mesure. Alors, le gouvernement est allé au-delà. Parce que, comme les gens n'arrivent pas à respecter, et on voit que les cas commencent à augmenter comme dans d'autres pays, on a pris des mesures. Certaines mesures. On a dit, on a fermé les frontières terrestres. Seules les marchandises vont passer. Mais on voit ce qui se passe à certaines frontières. On a dit fermer les universités, les écoles, tout ça. Mais parfois on voit, je vous dis, dans des quartiers, on voit des élèves porter des gens qui disent qu'ils vont en répétition. Ou on voit les répéter qui vont de maison en maison. Si vous allez de maison en maison, vous êtes dans une maison répétée des enfants, et qu'il y a ça là-bas, vous allez prendre ça. Allez donner dans une maison, il y a souci. On voit, on dit fermeture des lieux de culte. Des imams, des pasteurs, des prêtres ont du mal à respecter la consigne. Et c'est les hommes de Dieu. Alors que c'est une mesure très urgente pour qu'on limite la propagation. Vous voyez, on dit pas de gens sur le littoral à la plage. On voit les gens le lendemain dans la plage. Mais on se pose la question comment? Ceci risque d'amener le gouvernement à durcir les mesures.
Très bien. Alors, on a bouclé des villes, mais les gens forcent, ils ne laissent pas les forces de l'ordre et les agents de santé de faire leur travail. Les gens se plaignent. Finalement, on veut servir sa nation comment? C'est vrai qu'il y a des cas spécifiques, mais je veux revenir un peu sur la situation dans la zone franche aujourd'hui. C'est vrai qu'on a fermé les universités, les lieux de grand attroupement et autres, mais vous n'êtes pas sans savoir que dans la zone franche aujourd'hui, c'est aussi un lieu un lieu indiqué d'ailleurs de grands attroupements, mais rien n'est dit encore pour la fermeture de ces différentes entreprises et autres. Les Togolais y vont et ils sont toujours sans grande mesure de protection aussi. Et quelle est la position du gouvernement par rapport à cet état de choses? Bon, c'est vrai, il y a eu ces plaintes ce matin, et les gens ont évoqué ça. Je crois que nous, on va remonter à l'autorité, le gouvernement va aviser. Parce que peut-être que nous, ce que je peux dire, on fera des visites inopinées pour pouvoir apprécier et prendre compte. Donc si on voit que le risque est très élevé, je pense que le gouvernement va rentrer dedans pour prendre des mesures à l'encontre des structures de la zone. Non, mais le risque est déjà très élevé parce qu'il y a plus de 100 qui se retrouvent dans ces entreprises alors que la mesure demande plus d'attroupement de plus de 100 personnes. 10 personnes, même c'est trop. 15 personnes pour des enterrements et autres. Alors quand on retrouve dans les mèches minables, je n'ose quand même pas susciter toutes ces entreprises, mais vous les connaissez mieux que moi. On les connaît. Très bien. Et donc quand on retrouve tous ces jeunes-là, toutes ces jeunes filles, ces jeunes hommes qui reviennent de là et tous les choix, ils y sont parce que ça doit rendre et puis le capital humain. C'est un point qui mérite d'être approfondi pour trouver une solution dans le période de là. Je ne sais pas si M. Dieta a quelque chose à ajouter avant qu'on ne commence avec les questions des téléspectateurs. Voilà. Il talonne, malheureusement. Nous retenons que toutes les situations où il y aura un regroupement d'hommes sont à éviter. Vous avez parlé des entreprises où il y a autant de personnel. Ceci amène à penser à la réorganisation du travail. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir de petits groupes qui se relaient? Ailleurs, vous voyez, lorsque le personnel n'est pas indispensable, il y a la possibilité de faire du télétravail. Donc, c'est des dispositifs à pouvoir analyser. C'est cela. Merci beaucoup. Alors, nous allons répondre à certaines questions des téléspectateurs avant d'ouvrir l'antenne directe pour les voir si possible. Alors, j'aimerais savoir si les domiciles des personnes infectées ont été désinfectés. Ceux qui sont en isolement maintenant. Oui. Donc, les domiciles des personnes déclarées positives voilà. Oui, font l'objet de traitements spécifiques. Donc, ces domiciles sont des... Très bien. Systématiquement. Eh bien, bonsoir messieurs et merci pour l'éclairage. Notre frère Adebayor, qui ont donc atterri au Bénin, sont aussi isolés dans un hôtel en attendant les 14 jours chez nous. Est-ce qu'il y a une vidéo qui circule montrant le directeur? Oui, c'est vrai, ce cas, on en a parlé tout à l'heure. Les dispositions ont été prises après cette descente à l'aéroport pour distribuer les masques et déposer les gens directement à la maison. Je crois que ce n'est plus le cas même. Monsieur Dieta. Ce n'est plus le cas. Hôtel de Bénin, ancien Ibis. Très bien. Merci. Alors, et s'il vous plaît, que dire du cas de Thévier Quin-Blanc? Oui, ce cas a été ramené à Lomé. Et en isolement maintenant. Très bien. Et l'État fait des efforts, mais la communication du gouvernement n'est pas encore ça. Et donc, les passagers au niveau des postes de péage, le gouvernement communique mal à ce sujet. Alors, M. Jota. Vous parlez de postes qu'on a cités. Oui. Le problème est posé comment? Tous les passagers qui doivent revenir. Donc, au niveau d'Anéhor, au niveau de Janguera, les passagers à ce niveau, véritablement, ont des difficultés à y entrer pour certains besoins peut-être utilitaires. Est-ce qu'il y a eu des consignes clés pouvant laisser certaines entrées, certaines sorties? Alors, il faut voir les éléments de langage des différents points du gouvernement concernant ce point. Lorsque les voyages ne sont pas essentiels, ça ne vaut pas la peine de se mettre sous la route. Parce qu'il y a certains motifs qu'on voit. Pourquoi on dit aux gens de ne pas trop bouger et puis se permettre ces déplacements de complaisance. Oui, de complaisance, c'est le mot même ça. Et on voit des bus qui transportent, on a dit, les marchandises, ça ne poserait aucun problème.
Mais quand vous voyez des bus qui transportent beaucoup de personnes, qui sont dans le bus et ils ne portent pas de masque, on appelle. Parce qu'il y a un cas dedans. Puisque le virus est sur votre territoire, est dans les territoires voisins, il circule. Donc, c'est de faire de telle sorte que la chaîne soit coupée. Voyons le cas où on dit, bon, on va laisser les gens librement. Et ce cas où on dit, bon, il y a des contraintes, mais on va pouvoir être efficace. Le choix est clair. Hein? Je sais que pour la mise en œuvre de cette mesure, ça ne va pas être facile pour les premiers jours, mais progressivement, on va renforcer les équipes qui sont là-bas pour essayer de rendre, donc, pour une célérité donc, des contrôles qui sont requis à 7% de péage. Très bien. Alors, M. Yotter, apparemment, hein, pour les cas de mise en quarantaine, il y a des mesures sélectives des personnes dites VIP. Est-ce qu'elles sont aussi mises en quarantaine au retour à l'eau? Ça, c'est des griefs portés par des téléspectateurs. Hein. Il paraît que les proches des grandes autorités ne se mettent pas en quarantaine, on les laisse dans la nature. On a laissé quelqu'un dans la nature à ce jour. Très bien. Rassurez-nous que tout le monde est mis en quarantaine. Depuis qu'on a eu vraiment ce problème-là, tout le monde est mis en quarantaine. Parce que le chef de l'État ne peut pas réquisitionner un hôtel comme ça a un coût et qu'on ne va pas l'utiliser. Est-ce que vous voyez? Mais je peux donner l'exemple de notre star, Adebayor. Vous parlez de Cheikh. Il est rentré par Sanvikondi. On a joint l'autorité qui a délivré donc, le certificat pour l'autoriser à rentrer, puisque les frontières sont fermées. Mais on a fait les formalités qu'il faut et il est mis en quarantaine comme tout le monde. Donc il n'y a pas question de dire que... Parce que ici, la maladie là, quand la maladie vient là, c'est pas parce que je suis VIP, je ne suis pas que... C'est parce que je suis un corps humain, le virus va rentrer. On a vu des ministres affectés au Bénin, au Burkina Faso, bien sûr, des ministres qui sont infectés, et aux États-Unis d'Amérique, et bien à la Maison-Blanche, le virus n'a pas eu à frapper à la porte. Il y a le Premier ministre ivoirien qui s'est annoncé, il s'est autoconfiné lui-même. Donc, il n'y a pas aujourd'hui question de se dire dans la stigmatisation. Non. Il faut laisser ça. Sinon, nous risquons de connaître le pire. Monsieur Jeter, à l'étape actuelle, est-ce qu'on évolue vers un confinement général comme dans les autres pays? Nous sommes à 23 cas. Voilà, si nous prenons du recul, on se rend compte que les mesures prises sont progressives et adaptées au contexte. Il y a un monitoring qui se fait. Si le confinement est l'approche la plus adaptée, on va y aller. Les autorités vont en viser. Donc, il n'y a pas de frein. Si c'est la mesure qui s'impose, naturellement, la décision sera prise par qui de droit. Très bien. Monsieur Dion, aucune mesure n'est trop importante. Tout dépend de l'évolution de la maladie au Togo. On regarde les chiffres, comment ça évolue. On les analyse parce qu'il faut voir tout ce qu'on dit, ils sont positifs là. C'est où? On fait une analyse dans lieu personne. C'est qui? C'est où? On fait ça. Et c'est en fonction de ça, on donne l'information aux décideurs qui décident. Maintenant, pour qu'on n'y arrive pas, il faut que les Togolais soient disciplinés pour appliquer vraiment les mesures. Sinon, si nous continuons avec ce qu'on est en train de voir, les gens analysent un tout petit peu, nous risquons d'y arriver à ce confinement général. Et ça va être du chaos parce que des pays ont déclaré, beaucoup de Togolais vivent le jour au jour, et bien, qui sortent et mangent à leur faim. Lorsque ça va être un cas de confinement général, ce serait la mort par la faim, non par la maladie. Bon, entre le confinement général, rester chez soi et couper la chaîne et laisser libre comme ce qui se fait et connaître l'hécatombe, je choisis quoi? Je choisis clair, confinement général. Ça peut arriver si nous ne prenons pas garde. Donc c'est pour ça que nous revenons toujours sur les mesures préventives et les mesures édictées par le gouvernement. C'est cela. Comme ça, on va s'en sortir. Pour quel cas il va arriver un moment, je vous dis,
gouvernement sera obligé, comme d'autres pays l'ont déjà fait. Il y a la Sierra Leone. Ils n'ont pas encore de cas. Mais ils ont pris la décision pour plusieurs mois déjà. Ils disent qu'ils ne veulent plus vivre ce qu'ils ont vécu parce que Ebola, là, c'est resté gangrène. Donc, ça a tellement transformé leur... Donc, nous, on a beaucoup de cas déjà. 23, c'est beaucoup de cas. Et donc, il faut que les Togolais mettent la balle à terre et respecter. Et vous allez voir, ça va rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on observe une certaine indiscipline dans le respect des mesures prises par le gouvernement, c'est cela? Oui. J'avais cité des exemples. Jusqu'aux personnes qui nous enseignent la parole de Dieu. On a vu les communiqués de l'Union du Togo pour ramener à l'ordre les imams sur tous les territoires. On a vu par rapport aux chrétiens, il y a eu des communiqués, parce qu'il y a eu des dérapages au début. Et ça, il faut arrêter ça. C'est pour ça qu'il y a eu ces communiqués. Je salue ces communiqués vraiment qui sont venus pour amener les gens à comprendre que, attention, nous sommes sur une pente où si nous sommes bons élèves, on va goûter le Covid dehors. Mais si nous sommes mauvais élèves, comme entre guillemets, on a dit sur certains pays d'Europe, vous allez connaître ce que on ne le souhaite pas. Monsieur le directeur, alors qu'est-ce qu'il y a à craindre aujourd'hui lorsqu'on ressent un tout petit peu ces symptômes que vous venez de citer? Qu'est-ce qu'il y a à craindre, le signe phare à craindre et à se confier très rapidement à médecin? Voilà. Il ne faut pas attendre d'avoir des complications avant de consulter. Le plus tôt on consulte, mieux c'est. Donc, les signes qui peuvent faire penser sont les manifestations habituelles qu'on a lors de la grippe, notamment la fièvre, les maux de gorge, les douleurs musculaires. Devant ces signes, on appelle son médecin traitant, on appelle le 111 pour avoir des orientations. Il peut arriver qu'il y ait des signes de gravité, ou du moins le signe phare de gravité qui est la détresse respiratoire, ou du moins la difficulté respiratoire. On ne doit pas du tout traiter pour se faire prendre en charge. C'est cela. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur, nous allons essayer de répondre aussi très rapidement à cette inquiétude d'un téléspectateur. Il dit bonsoir, dans certains pays, si une des mesures de bouclage, s'il y a des mesures de bouclage de certaines villes doivent être prises, les autorités alertent la population 48 heures. Mais chez nous, au Togo, ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce qu'il y avait eu quand même cette consigne, cette information de bouclage? Je crois l'annonce a été donnée la veille ou le lendemain. Comme vous l'avez dit, c'est l'autorité. L'autorité, ça veut dire que c'est le décideur. Donc le décideur peut décider, voit l'analyse et maintenant décide. C'est ce qui est arrivé. Imaginez, on donnait le temps aux gens, tout ça là. Et le temps qu'on vous donne le temps là, vous savez le nombre de personnes qui seront contaminées si on ne mettait pas la mesure. C'est comme ça que nous regardons la chose. Moi, je vois ça sous cet angle pour dire que il faut quand même laisser donc reconnaître le pouvoir à l'autorité de décider quand il faut décider. Quand vous avez parlé de retard, voyez, l'autorité a avancé en décidant, mais les gens trouvent encore à dire. C'est ça qui fait parce qu'on n'est jamais satisfait. Alors, bonsoir, s'il vous plaît. Les préfets qui disent aux dames de ne pas porter les masques au marché, que faire? Est-ce que vous avez eu cas de cette situation? Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu une telle rumeur. Et moi, je ne pense pas qu'aussi, que cela devait être possible. Ce que j'ai entendu, les gens disent non, il faut que le gouvernement ferme les marchés. Non, il faut qu'on essaie de réguler. C'est de réguler, comme il a dit là. Dans un marché, on peut se dire que bon, comme il y a un directeur de marché, ils sont bien organisés, les commerçants peuvent se répartir les jours pour désengorger les espaces, quoi. Donc les gens ont fait ces propositions. Mais la question est la suivante. Si au niveau des frontières terrestres, aériens et puis maritimes, les bateaux viennent, les marchandises rentrent. Bon, quand ça va rentrer là, si on ferme les gros marchés, il y aura les petits marchés, ou bien les... Comment ces petits points de vente fonctionnent? Donc ça
Si on veut fermer, c'est qu'on ferme tout. C'est la loi de tout ou rien, sinon vous n'avez rien fait. Les marchands vont rentrer, ça va rester comment? Donc il y aura rupture dans les petits marchés ou dans des petits points de vente. Le problème n'est pas réglé. Donc vous voyez que la mesure, soit ce qu'on a la loi de tout ou rien, soit on ferme tous les marchés avec les conséquences. Donc il faut que les gens s'approvisionnent. Et puis on sait que vous avez fait une provision. Et dans le temps, si on a la chance de faire chuter les choses, on va rouvrir. Auquel cas, ça va continuer et puis bon, on va connaître ce qu'on connaît. À ce jour, aucune décision n'est prise sur la fermeture des marchés au Togo. Non, pour l'instant, pas pour l'instant, non. Même, je peux même ajouter, les bars, le gouvernement n'a pas dit de fermer les bars. Le gouvernement a dit fermeture systématique des discothèques. Discothèques, c'est les boîtes de nuit, les danses niveau là. C'est-à-dire qu'en mettant les bars, si les bars, c'est un bar, parce qu'aujourd'hui, il y a certains bars qui sont conçus comme des boîtes de nuit, mais c'est des bars où il y a un DJ qui est là-bas, les gens dansent, ça là, il faut fermer. Mais les simples bars, le gouvernement n'a pas dit de fermer. Mais il y a des bars vraiment qui déploient des foules. Donc, on leur applique l'autre... La loi des discothèques. Le truc de 15 personnes. Parce qu'il y a un qu'on dit, quand les regroupements qui dépassent 15 personnes, là, normalement, on vous applique ça. Donc, au moins, maintenant, comme je le disais tantôt, si les gens, au lieu d'aller acheter, amener à la maison, si les gens continuent à aller rester dans les bars, est-ce que vraiment eux-mêmes ils sont conscients que ils ne sont pas conscients? Parce que le risque est là. Tu peux aller dans le bar, t'asseoir, et puis quelqu'un vient s'asseoir à côté, t'envoyer ça sans que tu ne saches. Donc, comme les bars sont maintenus, moi, ce que nous conseillons, c'est de privilégier ceux qui veulent boire, aller envoyer acheter ou bien aller acheter, aller boire à la maison. C'est plus prudent. C'est cela. Monsieur Jeter, est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer aujourd'hui face au danger? S'alarmer, je dirais non, mais il y a lieu d'être responsable. De se dire que la menace, elle est réelle. Et ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des contes de fées qui sont racontés. On voit tout autour des décès, les complications liées, mais il faut prendre la mesure de la chose et s'autodiscipliner. Voilà comment je vois la chose. Parce que s'alarmer ou s'affoler va amener à adopter des attitudes non appropriées. Je donne l'exemple et je reviens là-dessus. Lorsque nous prenons tel que la structuration ou bien le circuit du malade devrait être organisé. L'affolement fait que on escamote, on ne va pas pouvoir suivre. Le malade va arriver à l'hôpital où il est censé être pris en charge, on ne fera pas ce qu'il faut, on va plutôt filer la patate chaude à une autre formation sanitaire. Ce qui est dit aujourd'hui, c'est que toutes les formations sanitaires devraient disposer d'une salle d'isolement. Lorsqu'on a une forte suspicion, on garde le patient le temps de faire le prélèvement et de confirmer. S'il est testé positif, on va le référer au centre de prise en charge. Voilà le dispositif qui est conseillé. Mais lorsqu'il y a de l'affolement, lorsqu'il y a de la panique, vous allez vous rendre compte qu'on ne va pas respecter ce schéma. Le malade qui vient et qui est suspecté, on lui dit de retourner vers notre formation sanitaire. Ça veut dire qu'on expose le personnel qui s'occupe de son transport. Il va peut-être prendre un taxi. Voilà comment il faut voir la situation. Pas d'affolement, mais de la responsabilité et se dire que le danger, il est réel. Le danger est réel. Alors, M. Jeter, toutes les dispositions que nous prenons ici en ville, nous sommes à Lomé, qu'on fait même de notre pays aujourd'hui à l'intérieur, est-ce que l'information véritablement atteint les populations et sont vraiment averties du danger? Oui, l'information atteint parce qu'au niveau des régions, des districts, ce que nous faisons, les émissions, les sensibilisations, tout ça là, ça se faisait. Et actuellement, on est passé à une phase où certaines émissions que nous animons à Lomé sont en synchronisation avec l'intérieur du pays et vice-versa. Donc, vraiment, l'intérieur, les gens sont informés. Les gens, ils nous appellent et nous, on est fiers quand les gens appellent que vraiment, on suit vraiment. Donc, très bien.
Alors, monsieur le directeur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Bien sûr, dans votre mot de fin, vous allez revenir essentiellement sur les mesures qu'il faut. Et aussi, je voudrais savoir si la situation, cette question, est-ce que la situation est sous contrôle aujourd'hui? C'est difficile à répondre, n'est-ce pas? En tout cas, il y a un comité de crise présidé personnellement par le chef de l'État, de haut niveau. Il y a une cellule technique de crise au ministère de la Santé et qui vraiment se bat avec les régions, les districts, tous les hôpitaux. Pour nous, vraiment, on est au contrôle. Mais tout dépendra, comme je l'ai dit. Les mesures sont là. J'invite la population togolaise à vraiment respecter ces mesures recommandées. Et avec ça, ma foi, avec la grâce de Dieu, je pense que nous allons atténuer donc, la propagation de cette maladie autour. Merci beaucoup. Alors, M. le directeur, votre mot de la fin. Mon mot de fin, c'est une fois encore merci et encouragement à tous les acteurs impliqués dans cette lutte contre la maladie à coronavirus, en commençant par la plus haute autorité qui a pris sur lui de mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir être efficace sur le terrain. Un encouragement au personnel de santé. Ce n'est pas le moment de baisser la garde, je sais qu'ils se battent énormément et ils sont en train de faire au mieux avec les ressources disponibles. À l'endroit de la population en général, mon mot c'est celui de l'autodiscipline, fût-il individuel que collective. Ce n'est qu'en respectant les dispositions ou bien les instructions prises au niveau du gouvernement, en respectant les règles d'hygiène, que nous allons pouvoir vaincre cette affection qu'est la maladie à coronavirus. Merci, docteur Yao Bobli, commandant médecin, directeur général du CHU Campus. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce plateau. Monsieur le directeur Thomas Beweli, vous êtes le directeur général sanitaire. Merci d'avoir été des nôtres dans cette émission. Merci Dieudonné, c'est avec plaisir. Merci chers téléspectateurs, merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Grand Carrefour, le prochain numéro c'est encore la semaine prochaine. Restez avec nous. À très bientôt.